bienvenue à vous dans votre rendez-vous de l'actualité. Madame, Messieurs, bonsoir. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer deux sujets. On parlera de ces lancements de l'opération d'enrôlement d'identification des électeurs dans les zones en conflit. Notamment, on parle du Nord et Sud Kivu, Maniema, et puis Kwamut, Maindombe. Et on va aussi parler de cette opération coup de poing lancée par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Madame, Messieurs, bienvenue et merci pour votre fidélité. Je suis avec Monsieur Olivier Sambaï, qui est le coordonnateur du cercle axiologique. Ça va? Ça va, madame. Merci de l'invitation. Les tout premiers numéros de l'année avec vous. Ok. Bonne année. Bonne année. Ça continue, là. Ça continue, mais on veut qu'on rencontre pour la première fois. On est appelé à présenter les vœux. Les vœux des meilleurs, bonheur, succès, prospérité pour cette année 2023. Ok. Voilà, vous êtes le coordonnateur du cercle axiologique, vous luttez contre les antivaleurs et militez pour l'instauration des valeurs. Comment évolue votre structure? La structure évolue. Les activités que la structure est appelée à réaliser, ce sont des activités de grande envergure qui touchent la population dans son ensemble. Et ça demande aussi des moyens pour sensibiliser. Parce que la sensibilisation, vous devez avoir des outils, vous devez avoir des moyens pour sensibiliser. C'est la raison pour laquelle les activités sont réalisées à dents d'ici, simplement parce qu'à un certain moment, ce sont les difficultés auxquelles la structure est confrontée. Qu'à cela ne tienne, on continue à faire la sensibilisation par l'organisation des conférences. Et jusqu'alors, la structure évolue, fonctionne avec des moyens proches sur fonds propres. Dans le moyen de bord. Ouais, c'est ça l'expression même du patriotisme, du nationalisme. Quand on aime sa patrie, on aime sa nation, on est prêt à tout pour faire à ce que le changement soit vous. Et le changement, nous voulons, c'est un changement radical. Et ce n'est pas la transposition, supprimer ce qui existe pour remplacer par d'autres, mais c'est l'amélioration de notre perception de la réalité, perception de la gestion des affaires publiques. Voilà l'une des missions, l'un des objectifs de l'ASBL Cercle Axiologique. Mais je me dis souvent, est-ce que vous êtes en collaboration avec des structures qui militent un peu comme vous? Prenons l'exemple de l'APLC, l'IGF. Est-ce que vous êtes en collaboration avec ces? Oui, nous sommes en collaboration. Des activités de grande envergure sont en vue pour cette année 2023. Et il y a des conférences qui sont prévues. Le partenariat dans ce sens-là est en train d'être finalisé. Les cas échéants, vous serez informés du calendrier, du canevas d'activités pour cette année 2023 organisé par le cercle axiologique. Parce qu'il y a des conférences sur l'impunité que nous considérons comme étant les plus grands obstacles aux actions de l'IGF et de l'APLC. Parce que celui qui ne va pas reconnaître ce que fait l'IGF et l'APLC actuellement, je ne sais pas les qualificatifs qu'on peut lui attribuer, parce que les modèles de leadership et de gouvernance de ces deux structures-là sont alloués. Et si on avait la possibilité de dupliquer la gestion, le mot de gestion qu'il y a au sein de l'IGF et dans toute l'administration publique, je pense qu'il y aura un changement radical. Madame, le chef de l'État fait 4 ans, jour pour jour, bon 4 ans et quelques jours, qu'il est au pouvoir. Si et seulement si les personnes qui entourent le chef de l'État, des personnes que lui appelle pour la collaboration, étaient des personnes vertueuses, ce pays aurait subi une transformation totale. Ce n'est pas question des temps. C'est une question du bon sens. C'est une question de raisonnabilité. Nous sommes rationnels. Il y a des gens qui entourent le chef de l'État. Ce sont des gens qui ont des diplômes universitaires. Ce sont des personnes qui sont extrêmement intelligents. Ce sont des personnes qui sont aussi compétentes par rapport à leur domaine. Et ce sont des compétences techniques. Mais ce qui manque, ce sont des compétences éthiques. Et comme conséquence, il y a des détournements, corruption sur corruption. Et ce sont des millions. Or, le développement de la société doit inéluctablement passer par les moyens financiers. Et ce sont ces moyens-là qui sont dilapidés, qui sont détournés par des personnes qui sont scientifiquement, intellectuellement compétents. Mais il manque des compétences éthiques.
Compétence éthique, c'est absence des valeurs. Et les valeurs comme valeurs républicaines. Lorsqu'on vous appelle, vous bénéficiez de la confiance du chef de l'État qui croit en vous. Parce que vous êtes, à ses yeux, quelqu'un des valeurs. Il vous considère par rapport à ce qu'il connaît de vous. Il vous appelle à ce que vous puissiez l'aider en étant ministre, en étant conseiller et directeur, que sais-je encore. Mais là, vous versez dans les antivaleurs, vous corrompez, vous détournez, vous empêchez à ce que les projets soient réalisés. Et ces personnes-là sont bien payées. C'est un manque de patriotisme, quoi. Manque des valeurs tout court. Parce que là, vous manquez des valeurs républicaines et vous manquez aussi des valeurs morales. Parce que facilement, vous versez dans la corruption et vous n'avez même pas... Vous vous prévalez de votre turpitude. Vous êtes ignorant en ce moment-là que ce que j'ai fait détruit des familles, des millions de personnes. Mais alors, il se pose toujours un problème de sélection, de choix, des personnes qui peuvent entourer le chef de l'État. Vous travaillez dans ces domaines. En fait, en termes de recommandations, qu'est-ce que vous pouvez recommander? En termes de recommandations, ce que nous pouvons recommander, parce que quoi qu'elle l'on dise, hein, la justice était féodée par la politique. Ne nous voilons pas la face. Le chef de l'État, on l'appelle le magistrat suprême. Lorsque la justice ne parvient pas à rendre la justice comme il le faut, je reviens encore sur son discours du 10 décembre, il plaide pour une justice équitable. Il a manifesté les vœux qu'il avait à renforcer le fonctionnement de l'appareil judiciaire en injectant 5000 nouveaux magistrats. Voilà la volonté qu'il a, parce que lui-même est animé des valeurs républicaines. Pas moyen d'étaler en démontrant réellement que le chef de l'État a des valeurs républicaines, patriotisme et nationalisme, parce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, il a fait une approche métaphysique, le chef de l'État, en essayant de déceler les causes profondes de la guerre de l'Est. Et il est allé à obtenir ce que nous n'avons pas obtenu depuis 2008, ça fera 15 ans, l'embargo. Donc, on n'est pas obligé à notifier l'achat des armes. Ce qui veut dire qu'on a la possibilité de renforcer l'armée pour assurer la sécurité à l'Est. Il est patriote. Mais les problèmes de sélection, c'est très compliqué pour savoir exactement si monsieur va me décevoir. Même l'homme, quand il épouse une femme, il ne sait pas exactement que dans 2 ans, on va divorcer. C'est le cœur de l'homme. Et ce sont ces hommes-là qui doivent être vertueux, qui doivent comprendre que quand on m'appelle pour servir la nation, je dois avoir l'attitude du militaire. Je sers la nation pas pour mes propres intérêts, pour l'intérêt de ma femme et non de mes enfants, mais je mets mon intelligence au service de la nation. Et lorsque le chef de l'État appelle ces gens-là, mais ils croient, mais ce sont des personnes intelligentes, ce ne sont pas des idiots, madame. Ils sont compétents, expérimentés aussi. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils versent dans les antivaleurs? C'est parce qu'ils manquent des compétences éthiques. Et ça touche la majeure partie de la population congolaise. Et la plupart des personnes, qu'est-ce qu'on dira? Ce sont des personnes, pour la plupart, qui n'ont jamais été dans des affaires publiques. Est-ce qu'il faut seulement qu'ils puissent qu'ils puissent laisser la place à la nouvelle génération? Non. Mais la nouvelle génération, là, la nouvelle génération, c'est la génération remplie des valeurs. Des valeurs. Et les valeurs... Expérience, c'est ça? Non, j'ai dit ceci, je m'explique. C'est la nouvelle génération dont je parle, c'est la génération remplie des valeurs. Cela veut dire que ce n'est pas lié à l'âge. Ce n'est pas lié à l'expérience professionnelle du point de vue gestion des affaires publiques. C'est lié à quoi? C'est lié aux valeurs républicaines dont on est en proie. Parce que là, les personnes qui sont là en train de gérer les affaires publiques, s'ils continuent à verser dans les antivaleurs, on les qualifierait de l'ancienne génération. Mais dès lors qu'ils prennent conscience pour dire que désormais, en tout cas, on ne doit pas verser dans la corruption, on ne doit pas verser dans les détournements des deniers publics, travaillons pour l'intérêt du pays. Et ça, la nouvelle génération. En fait, moi, c'est une prise de conscience. Que ce soit l'ancienne ou la nouvelle, c'est une prise de conscience. La prise de conscience collective, pour que l'on puisse comprendre exactement que quand on gère les affaires publiques, c'est pour la population et non pas pour soi-même. On est dans un pays où quelqu'un habite une maison construite par l'argent volé et il se taraude. Il se bombe la poitrine pour dire que non, voilà, j'ai une maison R+5. Alors que c'est construite à l'aide de l'argent détourné. Et il y a des millions de personnes qui souffrent. Qu'est-ce qui se passe pour comprendre réellement si c'est un problème moral et un problème éthique? Les personnes là, quand ils sont
appelés pour servir la nation. Mais ils ne sont pas sous-payés. Ils sont bien payés, bien rémunérés. Mais pourquoi ils volent alors? Ils ont des primes liées à la fonction. Il y a des primes spécifiques. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un projet, par exemple, je prends la construction des maisons préfabriquées. Oui. Bon, c'est un projet monté, budgétisé. Et puis, dans ces projets-là, il y a ce qu'on appelle les frais de coordination. C'est une prime spécifique. Donc, cette prime-là n'enlève en rien ce qu'on vous paye chaque mois comme salaire. N'enlève en rien ce qu'on vous paye comme prime de fonction. C'est une spécifique. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez votre salaire, votre prime de fonction, prime spécifique liée à la coordination des projets? Vous prenez ça et vous prenez même l'argent destiné à la construction des projets. Et ce sont des millions. Ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que l'IGF continue à faire son travail. Il faut que l'IGF continue à faire son travail. Que faut-il alors? Il faut un grand accompagnement du point de vue de la justice. Tel que... Vous voyez par exemple l'inspecteur Jules Alinguette parlait des communières. Il a démontré par A plus B qu'il y a eu des détournements. Qu'est-ce qu'a fait la justice? Les preuves sont là, tangibles, irréfutables, indubitables. Que fait la justice? Il y a eu des révélations, révélations par exemple de l'APLC en ce qui concerne les détournements de certains dossiers que l'on connaît, on a vu alors que c'est l'APLC qui a enquêté là-dessus. Mais qu'est-ce qui s'ensuit? La justice n'accompagne pas les actions. La justice fragilise les actions de l'IGF, fragilise les actions de l'APLC simplement parce que il n'y a pas ce qu'on appelle la punité. Vous pensez que la justice est corrompue? Il y a l'impunité. C'est trop facile pour dire que la justice est corrompue. La justice n'est pas corrompue, mais la justice doit être équitable, simplement. Lorsque on démontre par A plus B qu'il y a des détournements, que ces personnes-là soient estées en justice, soient condamnées. Comme ça servirait l'exemple d'autres. Qu'est-ce qui fragilise? Ce sont des immunités. Ce sont des amnisties. Et ce sont aussi la corruption d'ordre relationnel. C'est aussi une corruption. Parce qu'on se connaît, vous versez dans l'antivaleur. Je suis votre ami. Moi, les procureurs, c'est moi qui ai la décision. On parle de l'intime conviction du juge. C'est moi le juge qui vais décider. Et je vais être subjectif en ce moment-là pour dire, ah, c'est mon frère. Mais regarde maintenant les paradoxes, madame. C'est mon frère. Oh, mais quand il est là, n'était-il pas... Quand il détourne, il oublie qu'il met des millions de personnes en danger. N'est-il pas notre frère en ce moment-là? Ah, il est père de famille. Mais quand il détourne, n'est-il pas père de famille? Quand il est en train d'empêcher à ce qu'il y ait érection des ponts, construction d'écoles, construction des routes, n'est-il pas père de famille? Il l'est. Quand il est en train de verser dans les antivaleurs, n'est-il pas père de famille? Mais comment, lorsqu'il faut l'arrêter, quand il faut le traduire en justice, vous verrez des gens qui se réunissent pour dire, voilà, nous ressortissons d'eux. Et c'est le mot qui est... Nous déclarons. Et c'est le mot qui est facilement exploité, qu'on a facilement appris, l'acharnement. C'est un acharnement contre monsieur X, contre madame Y. En tout cas, nous sommes contre les accusations gratuites, de fausses accusations. Et pourtant, c'est démontré noir sur blanc. Et ça fragilise dans ce sens que les personnes qui devraient en principe abandonner les détournements et la corruption, ces genres d'antivaleurs, vont continuer pour dire que je vais utiliser des monnaies influence. Parce que tel a fait ça, on n'a rien fait. C'est dans cela. Donc la justice doit être équitable. La politique, s'il faut inféoder, je prends le cas des nominations, c'est le commandant suprême qui nomme. Lorsque vous constatez que ceci n'est pas bien fait, mais vous avez la signature. L'excellence chef de l'État, mettez ces juges, ces magistrats de côté et prenez des magistrats vertueux. Moi, je connais des magistrats vertueux incapables de verser dans la corruption. Ils existent. Il faut checker ces magistrats-là par leur expérience pour voir quels sont les actes qu'ils ont posés dans leur carrière. Est-ce qu'ils sont manipulables? Est-ce qu'ils ont la facilité de tomber face à l'argent? Est-ce qu'ils sont en mesure d'être moins objectifs possible? Voilà, là, en ce moment-là, on peut voir parce que nous avons la possibilité d'étudier les CV de chaque juge à être nommé, de chaque magistrat à être nommé, et ça pourrait faire en sorte qu'on puisse renforcer... Mais il y aura que des nominations en nomination. Nomination en nomination, il faut aussi, et nous plaidons pour ça, au sein des
du cercle axiologique, qu'il y ait renforcement des capacités éthiques. Parce que nous voyons de magistrats, magistrats et avocats. Okay. Parce que le problème, c'est que les procureurs doivent gérer les magistrats. Ils le gèrent. Il faut qu'il y ait renforcement des capacités éthiques. On dira non, nous sommes sous-payés. Mais s'il faut renforcer aussi les conditions de vie, le chef de l'État est en train de le faire. Est-ce que parce qu'on est sous-payé qu'on doit sacrifier des millions de gens? Ben, ça dépend maintenant de ce que vous percevez là. Parce qu'on est sous-payé, on doit sacrifier des millions de vies de gens. Qu'est-ce qui se passe? La personne qui a détourné, il se retrouve avec des millions. Il va voir son contact au sein de la justice qui va utiliser son influence pour désorienter les dossiers. Oui. Et en ce moment-là, la personne devait être arrêtée, qu'on puisse saisir les biens et récupérer l'argent détourné et le verser au trésor public. On propose au magistrat plus, on donne une jeep, détourner l'argent volé. J'en viens, c'est là où je suis. Détourner l'argent volé, le reverser dans les trésors publics pour permettre à ce que les travaux qui n'étaient pas finalisés, qui étaient stoppés, soient poursuivis. À ce moment-là, vous allez aider des millions de personnes qui devaient bénéficier de ces projets-là. Mais vous, magistrats, lorsque vous acceptez de rendre une justice inique, injuste, en ce moment-là, vous participez à la souffrance des millions de personnes qui n'ont pas bénéficié du projet qui était prévu. Et aussi à la destruction du pays. Voilà. Alors, on va parler de cette opération d'enrôlement d'identification des électeurs dans les zones en conflit. Si la régie est prête, Regan Bala, vous allez nous balancer cet élément et on se retrouve tout juste après. La Commission électorale nationale indépendante s'apprête à lancer le 16 février les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs dans les 3 aires opérationnelles, des zones où sont enregistrées plusieurs poches d'insécurité. Il s'agit du Nord et Sud Kivu, le Maniema, les provinces issues du dénombrement de la grande province orientale, mais aussi de Maïndombe, dont Kwamutu, ainsi qu'une partie de Kinshasa, la commune de Maluku. Prenant la parole, le membre du comité de pilotage pour la sécurisation de processus électoral se sont exprimés en ces termes. C'est une question qui préoccupe l'ensemble du gouvernement et même le chef de l'État, vous le savez, il est en train de se déployer chaque jour pour que la situation sécuritaire dans cette ère opérationnelle soit sensiblement changée. La CENI s'est fait également ce souci-là. C'est comme ça que son président est allé voir son Excellence Monsieur le Premier ministre, qui nous a invités, le ministre de la Défense et moi-même, pour nous faire savoir la préoccupation de la CENI, celle de savoir dans quelle mesure elle peut lancer l'opération d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3. C'est ainsi que, avec sa permission, la permission du Premier ministre, nous avons décidé de tenir cette réunion, à savoir les comités de pilotage pour la sécurisation du processus électoral, pour que techniquement nous puissions étudier et tirer des conséquences qui tendent à pouvoir faire voir, à donner des orientations à la CENI par rapport à son déploiement. Notons qu'à l'issue de cet échange, le vice-premier ministre de la Sécurité nationale a rassuré que la question sécuritaire est au centre des préoccupations du gouvernement. Et voilà, M. Sambay, directeur sur ces plateaux, on parle de cette opération dans les zones en conflit. Quelle est votre appréciation d'abord? Bon, quand je passe sur votre plateau, je suis souvent présenté comme coordonnateur de l'SBL Cercle Axiologique. Bon, à ce titre-là, je ne donne pas de point de vue lié à ce titre-là en tant que coordonnateur de l'SBL. Qu'est-ce qui peut me pousser à émettre des avis comme je viens de faire tout à l'heure là, en ce qui concerne la gestion de la chose publique, les antivaleurs qui sont constatées? C'est de par ma qualité. Je suis philosophe. Okay, très bien. La philosophie a un rôle très important à jouer dans la gestion de la société. Si les choses vont mal, c'est parce qu'on a mis la philosophie de côté. Okay. Simplement. En Afrique en général, au Congo en particulier, la politique, l'art de gouverner la cité,
c'est la philosophie qui a engendré la politique. Et la politique, en évoluant, s'est détournée. Et nous avons deux types de politiques. Nous avons la politique morale et la morale politique. Okay. Et ce qui est appliqué dans le monde, et au Congo en particulier, c'est quelle politique? C'est la morale politique. Ah bon? La morale politique qui voudrait à ce qu'on a aussi appliqué les thèses de Machiavel. Tous les moyens sont bons pour atteindre les pouvoirs. Okay. Parti politique, c'est pour conquérir les pouvoirs et les conserver le plus longtemps possible. C'est pourquoi nous avons environ 1000 partis politiques. Inconcevables. Parce qu'on comprend mal les choses, on interprète mal les choses. Et la morale politique voudrait que lorsqu'on est dans les affaires publiques, qu'on puisse s'ériger à un petit Dieu. Où vous êtes quelqu'un, qu'on vous voit, qu'on vous déifie, qu'on chante pour vous. On a des effigies portant vos figures dans nos bureaux, dans la maison. Et puis, les partis politiques sont représentés par les figures des leaders politiques. Voilà. C'est la morale politique. Okay. Alors qu'on devait en principe avoir une politique morale. Ok, qui est comment? Une politique morale, la morale, le bien, c'est la science qui étudie le bien et le mal qui privilégie le bien, qui voudrait c'est que lorsqu'on est dans les affaires publiques, qu'on vise le bien de tout le monde. Pas de la majorité, le bien de tout le monde, de toute la population. Qu'on puisse faire la politique pour non pas ses propres intérêts personnels et sordides, mais pour l'intérêt de la population en général. Mais quand même, dans ce sens-là, la CENI évolue. La CENI a commencé dans la première ère opérationnelle, deuxième, maintenant c'est la troisième ère. C'est ce qu'on redoutait d'ailleurs. Je voulais juste donner cette précision pour comprendre comment et pourquoi nous sommes toujours en difficulté. Okay, simplement parce que normalement, avant de répondre à votre question, s'il vous plaît, madame, normalement, on ne devait pas parler de l'enrôlement des électeurs. Je sais que vous avez toujours été contre ça. On ne devait pas parler de l'enrôlement des électeurs. Et à la place, parce que parler de l'enrôlement des électeurs, ça a une connotation exclusive. Je mets quiconque à défi, personne ne pourra me dire le contraire. C'est une conception exclusive de certains citoyens au processus électoral. Nous prenons notre ère de Sud-Ouest. On avait fait la prorogation des 25 jours. Je pense les derniers jours, je ne sais même pas. C'est demain. C'est demain. Les 18. C'est demain les 18. Okay. Mais que dire de ceux qui sont hospitalisés il y a 3 mois et qui seront guéris et qui vont sortir de l'hôpital au mois de mai? Mais là, on aura de prolongation. Non. C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire on ne devait même pas parler de l'enrôlement des électeurs. C'est exclusif. Ceux-là ne vont pas voter parce qu'ils ont été malades au moment où on faisait l'enrôlement. Que dire de ceux qui sont en déplacement, par exemple, qui sont en voyage d'affaires? Ils sont à Dubaï, ça fait 3 mois, ils sont partis depuis le mois d'octobre. Que feront ces gens-là? Parce qu'ils doivent rentrer pour se faire enrôler, c'est exclusif. Et ces gens-là vont peut-être rentrer au mois d'avril, au mois de mai. Que faire de ces commerçants qui se trouvent à l'ère opérationnelle 3, par exemple, l'enrôlement est lancé. Ils sont là depuis le mois de septembre parce qu'ils font le commerce. Est-ce qu'aujourd'hui, là, ils doivent venir à l'ère opérationnelle 1 parce que c'est là où ils font le ravitaillement pour aller encore vendre là-bas. Et le ravitaillement prend souvent 3 mois. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais à la place, il fallait prendre combien de mois? Non, il ne fallait même pas organiser l'enrôlement des électeurs. Alors, comment on a logiquement parlant, nous devrions être en possession des données démographiques. C'est ça même la formalisation de la gestion de la chose publique. Fort malheureusement, lorsque les philosophes parlent, parfois on ne l'écoute pas, simplement parce qu'on considère la philosophie comme étant de la spéculation, comme étant des théories sans pratique. Alors qu'il n'y a aucun domaine du savoir plus pratique que la philosophie. Mais ça dépend de la porte là où vous toquez, là. Non, ça dépend de la personne qui écoute, s'il connaît la valeur de la philosophie, mais il ne va pas douter de prendre ces genres de propositions et les mettre en pratique. Fort malheureusement, tout ce qu'on propose a de l'influence pour qu'il soit mis en action seulement le plus haut niveau de la gestion de la chose publique et le chef de l'État. Normalement, on devait avoir des données démographiques, c'est-à-dire le recensement de la population. J'ai écrit, malheureusement, je ne me suis pas promené avec les documents. En 2016, j'ai proposé à ce que l'on puisse
organiser le recensement, données démographiques. Dès lors qu'on a les données démographiques disons, la base des données de la population congolaise, on organise maintenant les processus d'obtention de la carte des nationalités. Et là, ça n'a pas un délai. C'est comme obtenir les passeports. Est-ce que vous avez un délai pour obtenir votre passeport? Non, vous avez une obligation. Déjà, il faut noter que la carte d'électeur n'est pas une obligation. Nous ne sommes pas obligés d'avoir la carte d'électeur. Moi, si j'ai mon passeport, je peux décider, je dirais, je ne voterai pas. Si j'ai mon permis de conduire, je peux dire, je ne voterai pas. Non, non, ce n'est pas une obligation à ce moment-là. Alors, ça prend une connotation exclusive. Or, si chacun a sa carte d'identité, vous avez la base des données de toute la population, et c'est un service qui devrait, en principe, se retrouver, redonner aussi les pouvoirs à la territoriale, qui devait se retrouver dans toutes les municipalités, dans tous les territoires, on a 145 territoires, où vous avez les services d'identification de la population, qui délivrent les cartes des nationalités, travaille en collaboration avec les services de l'état civil, qui enregistre toutes les naissances, travaille en collaboration avec les services de la population, qui enregistre tous les décès. On enterre personne au Congo sans acte de décès. Alors, en ce moment-là, vous avez la base de données. Quand quelqu'un décède, vous signalez dans la base de données, dans les logiciels qui sera créé, qui doit être mis en place. Je ne sais pas à quoi sert l'ISIPA et la faculté informatique à l'UNIKIN. Voilà encore la démarche de l'ASP Cercle Axiologique, qu'il y ait l'alliance entre les pouvoirs scientifiques et les pouvoirs politiques et les savoirs scientifiques. Il faut qu'il y ait une alliance. Nous ne manquons pas d'intelligence dans ces pays, mais il faut qu'il y ait à un certain moment un clic pour qu'on puisse commencer. En ce moment-là, lorsque tout le monde a sa carte de nationalité, la police circule pour vérifier, vous n'avez pas votre pièce d'identité, on vous arrête. Nous n'avons pas un délai, chacun sera en possession de sa carte d'identité. Donc la carte de nationalité servira aussi à élire, à faire des élections. Carte d'identité. Vous avez votre carte d'identité, vous êtes identifié congolais. Et pour les élections alors? Pour les élections, à ce moment-là, on va voter sur base de nos cartes d'identité. Comment ça devrait fonctionner? Ça devrait en principe, et ça devra. Ça devrait, c'est imaginaire, mais ça devra, après 2023, normalement, à partir de 2024, il faut qu'on commence. Et ça doit être la dernière fois qu'on parle d'enrôlement. En principe, comprenons quand même, ce sont des millions de dollars. 500 millions en 2017. En l'espace de 5 ans, on atteint milliards de dollars. Ça pourrait contribuer à beaucoup de choses si on avait formalisé et qu'on délivrait juste les cartes d'identité. Ça sera moins coûteux. Moins coûteux, je vous dis. J'ai démontré par A plus B. Mais en fait, qu'est-ce qui nous manque alors? Qu'est-ce que moi, c'est la volonté juste. La volonté politique. On a tous les matériels. Nous avons tout ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est quoi? L'ONIP est là. ONIP en 2014, moi j'ai reçu l'ONIP à l'université de Kinshasa. On avait donné on avait organisé une conférence de sensibilisation sur les processus d'enrôlement et quoi ça, des recensements. Malheureusement, ça n'a pas été lancé. ONIP a tous les moyens qu'il faut, peut-être les moyens informatiques. Mais qu'est-ce qu'il faut? Ce n'est que la base de données. C'est un logiciel relié à un serveur. On peut avoir des serveurs et des backups. Nos ingénieurs de l'ISIPA et de l'UNIKIN sont à même de nous produire cela. Et aussi, encore une idée louable du chef de l'État, le ministère du numérique peut offrir l'outil de la base de données. C'est possible. Au gouvernement, c'est possible parce que le ministère du numérique, mais en principe, c'est le ministère qui doit gérer l'informatique du pays, la digitalisation même de l'administration publique, l'informatisation de l'administration publique, c'est le ministère du numérique. Ça devrait être comme ça, de telle sorte que les élections, que ça ne soit pas exclusif, que ça soit totalement inclusif. Dans ce sens que le ministère de l'Intérieur devait présenter le fichier, la base de données à la CENI. La CENI devrait attendre seulement les fichiers. Et dans ces fichiers-là, vous avez les noms de tous les majeurs et les noms de tous ceux qui ont la carte d'identité. Et les mineurs qui deviennent de majeurs après 5 ans. Tout à fait, parce que là, nous savons par exemple cette année, les majeurs qui vont totaliser 18 ans au mois de novembre. Je ne sais pas, peut-être je ne suis pas bien informé, qu'est-ce que la CENI a prévu pour eux. Mais les élections c'est au mois de décembre. Ne vont-ils pas voter parce qu'ils n'auront pas 18 ans avant l'enrôlement? Ils ont la carte d'électeur. S'ils ont la carte d'électeur, tant mieux. Mais qu'est-ce qu'on dira de...
Pour la base des données, le ministère de l'Intérieur présenterait juste le fichier. Présenterait le fichier à la CENI en filtrant les noms des personnes qui ont déjà pris la carte d'identité. Mais est-ce que ce serait un travail fiable? C'est ça aussi le problème. Mais pourquoi ne pas être la fiable? CENI veut être sûre d'elle. La CENI veut être sûre d'elle. On va s'appuyer sur quel élément? Bon, on a la base des données. La personne qui doit voter devrait présenter ces jours-là sa carte d'identité. Okay. Alors, on vous envoie la base des données. Dans cette base de données, il y a même des noms des personnes qui... quand on envoie, par exemple, pour la première fois au mois de janvier, vous avez la situation des personnes qui sont tous là. Mais 6 mois après, on va évaluer combien de personnes sont décédées. On fait cette évaluation-là. Comment la CENI... C'est pourquoi, quand on parle des élections, on a le fichier électoral qui reprend le nombre d'électeurs. Et vous avez les participants au vote. Il y a toujours un écart. Alors, dans cet écart-là, il y a aussi des décès. Il y a aussi des décédés. Mais comment la CENI doit savoir qu'il y a cet électeur qui est décédé? Vous voyez que c'est le ministère de l'Intérieur qui devait fournir les fichiers pour dire que non, au mois de juin, ne considérez plus tel électeur, il est déjà décédé, nous l'avons enregistré dans la base des données. Au mois de novembre, enlevez tel électeur, ne l'affichez pas au bureau de vote, il est décédé au mois d'octobre. La CENI devrait travailler en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Comprenez que la CENI ne fait que recevoir. Je comprends aussi la difficulté de la CENI. La CENI n'a pas le monopole de tout faire. La CENI reçoit du gouvernement les financements. Mais la CENI suit seulement la procédure, c'est ça aussi le problème. La CENI On est déjà habitué avec l'enrôlement des électeurs. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas facile d'un coup et puis non. C'est ce que je suis en train de dire. La CENI reçoit du gouvernement les financements. La CENI reçoit de l'Assemblée nationale la loi électorale. Ça devait aussi passer par là, qu'on puisse revoir, qu'on ne parle plus enrôlement. Voilà la difficulté maintenant. Nous avons la guerre à l'Est. Troisième ère opérationnelle, on vient de lancer. Mais il y a guerre, il y a des villes, par exemple, et des villages, des localités où l'enrôlement ne sera pas lancé. Parce qu'il y a les rebelles de M23 qui sont en train de faire leurs bêtises de l'autre côté. Et lorsque ça va directement perturber les calendriers. Vous voyez la difficulté, c'est pourquoi je parle, on ne devait même pas parler d'enrôlement. Ça va perturber les calendriers. Du coup, il y a des localités où l'enrôlement ne seront pas lancés. Ça perturbera les calendriers. Et si on ne récupère pas la stabilité de ces coins-là directement, ces gens-là risqueraient d'être exclus. Souvenez-vous, en 2017, en 2018, on a eu moins de 500 députés au départ, parce qu'il y a des localités où les élections n'étaient pas organisées. Voilà pourquoi je dis que l'enrôlement est exclusif. Et si ces gens-là qui n'étaient pas enrôlés avaient déjà leur carte d'identité, on attendrait seulement au mois de décembre, le gouvernement aurait déployé tous les moyens pour que la paix soit installée, restaurée à l'Est et qu'on attend seulement les élections. On ne parlait pas enrôlement. On attendra que la paix au mois de juin, stabilité, chacun a sa carte d'identité, attend les jours de l'élection pour aller voter. Donc, sûrement que la troisième ère opérationnelle sera un peu compliquée. Hein? Ça va nous prendre même 3 mois. Sera compliqué certainement parce qu'il y a guerre. Ce n'est pas seulement troisième ère opérationnelle, mais la difficulté aussi est d'ordre logistique. Logistique. La difficulté aussi d'ordre logistique. Vous avez vu avec l'actuelle machine, les bureaux, les centres d'inscription, nous n'avons pas beaucoup d'agents, beaucoup de personnel, tout ça, ça aussi perturbe. Ce sont les difficultés, des contraintes liées à l'organisation de ceci, mais qu'à cela ne tienne, ce sont juste des propositions pour que prochainement on ne parle plus d'enrôlement. Mais comme il s'agit d'enrôlement, que faire? Il faut que les vice-premiers ministres de la Défense l'a dit, ils sont en train de travailler, déployer tous les moyens qu'il faut pour que la paix soit restaurée à la partie Est pour permettre à la CENI d'organiser l'enrôlement comme il se doit. Parce qu'on parle des élections crédibles, transparentes et apaisée. Élection crédible et transparente concerne seulement la CENI. Le mot là, apaisé, ce n'est pas la CENI, c'est le gouvernement. Parce qu'il doit assurer la sécurité des agents, de la population qui doit voter, et aussi la population qui doit se faire enrôler. Très bien. Alors nous restons confiants parce que le VPM de l'Intérieur l'a dit,
ils vont sensibiliser nos FARDC pour sécuriser la population de l'Est. Alors, on va prendre aussi deuxième dossier avec cette opération coup de poing qui vise à évacuer le marché pirate des véhicules ainsi que détruire des constructions anarchiques. Cette opération lancée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Claude Bilambaka. Dans l'objectif d'assainir le sol congolais, le ministre provincial du commerce de Kinshasa, Ozeba Dibanga, a poursuivi avec l'opération coup de poing ce lundi 13 février de la commune d'Elemba jusqu'à ce que le vendeur comprenne son importance. Rappelons que cette opération, lancée le 9 janvier par le gouvernement provincial, consiste à l'éradication de marchés pirates, l'enlèvement des épaves et véhicules mal stationnés, la destruction de kiosques et terrasses de fortune, des garages pirates et l'interpellation de vendeurs d'eau conditionnée dans le sachet. Dans l'objectif de voir un immeuble tombé par terre, mais je ne sais pas comment, dans quel état d'esprit voyez-vous ces choses? Je suis vraiment... Je réfléchis, je suis l'actualité. Je me demande si réellement, si par hasard on n'était pas rentré dans une république bananière. Comment ça? C'est inexplicable ce qui se passe. Okay. Inexplicable. Je me pose l'action de savoir si la priorité du gouvernorat provincial était la destruction des kiosques et des marchés pirates, si c'était ça la priorité. Oui. La population est affamée. On devait penser agricole. On devait penser agriculture avant de penser destruction. Voilà ce qui me trouble, madame. Oui. Vous achetez un terrain. Vous ne construisez pas de par vous-même. On ouvre la vente parce qu'on suit. Vente de terrain, concessions, etc. Vous allez vous rencontrer le chef du quartier, le chef coutumier en bonne et due forme. On vous donne la fiche parcellaire. Ce sont des agents de l'État, des fonctionnaires de l'État qui sont revêtus de ces pouvoirs-là d'urbaniser, d'organiser la vente des parcelles et des terrains. Vous ne vous arrêtez pas là. On vous recommande de mettre en valeur votre terrain. Vous l'avez fait. Et vous obtenez les contrats de location. Vous allez au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat démembrer dans les municipalités. La maison commune, le service d'urbanisme, le service d'habitat, de l'habitat. On vous donne, au travers du conservateur de titres immobiliers, qui est censé descendre sur le terrain. Il fait tout. Les géomètres sont là. Ils descendent. Ils font des croquis. Ils font tout ce qu'il faut. Ils valident même la construction. Vous le faites. Vous obtenez votre contrat de location. Vous construisez votre maison en obtenant quoi? L'autorisation de bâtir. C'est toujours l'État qui donne. Ce n'est pas un individu. Ce n'est pas un privé. Ce n'est pas un particulier. Ce sont des services publics qui délivrent tous ces documents. Vous construisez votre maison R+2, R+3. Bien. On vous donne les certificats d'enregistrement. Toujours par l'État congolais. Par l'État congolais. Signez, s'il vous plaît. Payez à la banque. Vous avez des GDA et vous avez la note de perception. On paye, on valide par des personnes habilitées. Vous avez votre maison. 10 ans, 11 ans. Un bon jour, on vous se réveille, voilà, on va détruire parce que vous avez construit dans un endroit qui ne devait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? On est où là? La décision est tombée sur base de quoi? On doit détruire. Et quand on détruit, voilà où est passé l'humanisme. Où est passé même les valeurs dont on parle. Les valeurs, il y a aussi des valeurs morales. Il y a les valeurs éthiques. L'éthique voudra ce que vous considérez l'autre comme soi-même. Essayez d'être à sa place. Vous détruisez sa maison et vous n'indemnisez pas. Vous n'indemnisez pas. Ça, c'est créer des sans-abri. Et puis, vous donnez 48 heures, vous devez prendre des dispositions pour libérer. Vous n'indemnisez pas. Et on a tous suivi avec l'arrivée du pape. Et c'était catégorique, on ne va pas indemniser. On a suivi à la télé des personnes montrent exhibant les certificats d'enregistrement. Non, qu'est-ce qu'on fait du
conservateur des titres immobiliers. Ok. Qu'est-ce qu'on fait des services dont l'État entre en conflit envers lui-même, avec lui-même? Oui. Comment expliquer le fait qu'on puisse annuler verbalement, sur fond de je ne sais quoi, un document, signé, administratif de haute portée qu'on délivre à un citoyen qui a acquis un terrain? En suivant la procédure normale, on détruit parce qu'on veut élargir. Élargir quoi? Ben, Et en ce moment-là, la personne reste sans abri. Vous ne vous demandez même pas qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il va habiter, comment faire, parce qu'il avait construit. Mais qui a donné? Mais c'est l'État. Et vous, lorsque vous agissez au nom de l'État. On a vu ça avec le ministre Kokoniangi. Ses prédécesseurs qui avaient signé les certificats d'enregistrement, étaient-ils idiots pour que lui débarque un bon jour? Je ne sais pas. On ne peut pas construire ici. On a vu en face, ça ne s'en a pas commencé aujourd'hui. Est-ce qu'on doit continuer à vivre ce genre de scénario? C'est que le gouverneur fait aujourd'hui. En 2005, on a vu ça avec le ministre Jean Kimbunda. Il avait aussi détruit. Mais sur fond de quoi on se réveille, on détruit, sans pour autant chercher à connaître le fond des problèmes, à faire une analyse approfondie pour savoir pourquoi on avait vendu ici. C'est pour éviter les inondations. Il y a des gens qui ont construit dans des endroits qui ne sont pas appropriés. Donc, il faut évacuer et laisser quand même, par exemple, l'eau, la canalisation d'eau. Moi, ce que je condamne dans ça, c'est qu'il n'y a pas indemnisation. Que des personnes... Mais non, mais les terrains, réfléchissons. Pour construire une maison, on doit acheter un terrain. Qui vend les terrains? L'État. Mais c'est l'État. Mais où est passé l'argent? Quand on met en valeur, aujourd'hui, il faut calculer où passe alors l'argent. Parce que c'est l'État qui a vendu. Parce que vous voulez éviter l'inondation. Qu'est-ce qu'il faut? Chercher, commencer d'abord. Chercher premièrement à trouver un espace pour ces gens-là. En Angola, par exemple, à Luanda, quand on a construit de nouvelles villes, qu'est-ce qu'on a fait? On vous laisse, on part dans un terrain, on construit de nouvelles villes et de nouvelles maisons, on établit des certificats d'enregistrement, et lorsqu'on veut vous délocaliser, on vient, on évalue la valeur de votre parcelle, on vous donne les certificats d'enregistrement pour acquérir une nouvelle parcelle. Et lorsque vous allez habiter votre nouvelle parcelle, on reste détruire. C'est ça qu'on devait faire. Ouais, ça fait mal au cœur. Mais non, c'est inconcevable. Qui peuvent mourir sur place. C'est inconcevable. Prenons par exemple les marchés pirates. Mais allez-y demander ce que coûte la table au marché. Mais la maman ou le garçon qui vend, qui est dans les marchés pirates, a un fonds de 200 000 francs. Mais la table là, il faut prendre 70 000 francs le mois. Et le mois, il peut se retrouver avec un bénéfice de 200 000 francs. Vous enlevez 70 000 qu'il faut payer. Famille, mais vous voyez, est-ce qu'on réfléchit en ce sens-là? Est-ce qu'on a vraiment des valeurs éthiques? Est-ce qu'on sert la population à ce moment-là? Chacun pourrait répondre. Si réellement on sert la population, qu'est-ce qu'on veut au juste? Est-ce que c'est vraiment ça la priorité? Marché pirate, oui, il faut supprimer. Avant de supprimer, qu'est-ce qu'il faut faire? On a vu avec marché central. Les mamans, un bon matin comme ça, vous savez combien de familles ont été détruites en 2020 quand on a commencé avec l'affaire des Andos. Mais soyons quand même humains. Avant, c'est pourquoi il faut à un certain moment que la philosophie gère la société. La philosophie doit trouver sa place en RDC. La philosophie... Mais parce que les philosophes ne parlent pas. C'est la raison pour laquelle moi je me suis dit non, à un certain moment il faut qu'on parle. Moi, je suis en train d'appliquer la méthode de Socrate. Socrate n'était pas resté à l'académie, mais il est sorti à l'agora pour présenter des idées claires et distinctes qui devraient servir de base dans le mode de gestion de la cité. Mais ce qui se passe, c'est inconcevable. C'est pourquoi j'ai dit, l'autre fois j'ai parlé de la finalité de l'agir politique. Je suis en train de préparer un livre sur ça. Je suis scientifique, enseignant à l'université de Kinshasa. Je suis obligé de réfléchir et penser, et c'est ça même le rôle du scientifique, c'est réfléchir sur le développement de sa propre société. La finalité de l'agir politique, quand on est dans les affaires publiques, qu'est-ce qu'est la priorité? La priorité, c'est le peuple. D'abord. Le peuple d'abord, la population d'abord. La population a besoin de quoi? La population a faim, veut manger. Et la priorité, ce n'est pas agrandir. Ce n'est pas agrandir. Mais qu'est-ce qu'il faut? Quel est le projet agricole pour Kinshasa? Nous avons des hectares inexploités. Encelés. Est-ce qu'on fait la culture des maïs? Est-ce qu'on fait... C'est quoi les projets agricoles? On a des pêcheurs à Kinkole qui ont besoin d'un petit rien pour nous faire la pêche
la pêche artificielle qui est chronométrée, qui peut produire autant de poissons en un laps de temps et servir et nourrir la population. Mais est-ce que les gestionnaires de la ville trouvent cela comme priorité dans l'action où la priorité serait de détruire? Bon, on détruit. Et puis cette population-là, oui. Oui, on détruit, on est en train d'agrandir. Et après, oui, c'est agrandi, on a vu l'espace. Passer si la population meurt. Alors que cette population-là ne sait même plus où aller vendre. Et est en train de croupir des misères. Est en train de dormir affamé. Et on peut se dire à ce moment-là... Mais il n'y a pas la solution. Non, c'est créer encore des problèmes. On voit ça même sur les routes, il n'y a plus d'arrêt ici. On se met ou pas? Avancez, on avance jusqu'où? On va faire les pieds. Remettre de l'ordre, oui, bien, parce qu'il y a des arrêts aussi qui ne sont pas exploités. Je vois par exemple l'avenue poids lourd vers Baramoto, on a construit même un arrêt. On comprend, là c'est louable. Mais lorsqu'il faut détruire sans indemniser, là, en tout cas, c'est vraiment inique. C'est vraiment un manque d'humanisme. Inconcevable. Vous détruisez, vous n'indemnisez pas et vous chassez. Vous ne donnez même pas un délai à la personne de chercher un abri. Vous détruisez au nom de quoi? Non, soyons humains. Au nom de la loi, de la modernisation. Soyons remplis des valeurs éthiques. Et vous êtes en train de le faire pendant la période électorale. Ces gens-là sont des électeurs, ils doivent voter les chefs de l'État. Même si ils étaient pour le chef de l'État, ils diraient quoi? Voilà, le gouvernement actuel a détruit mon immeuble. Conséquence, a détruit ma vie. Ma famille. Conséquence, en tout cas, on verra si je vais voter pour lui. Je voterai pour quelqu'un qui pourrait m'indemniser. Et le ministre a parlé ouvertement aux médias pour dire que non, ils ne seront pas indemnisés. On utilise abusivement l'adage qui dit qui paye mal, paye qui construit mal. Et qui construit mal. Qui paye mal, paye double. Mais non. Qui construit mal, perd. Non, c'est au départ, on va le chef du quartier. Remontons, faisons la régression à l'infini. Il y avait un terrain là que l'État avait vendu. C'est l'État qui vend. Si vous estimez qu'au fil du temps, on ne peut plus avoir de l'habitation ici, trouver une solution. Trouver d'abord, créer par exemple des nouvelles cités, par exemple. Trouver d'abord un endroit pour ces gens-là. À la même valeur que ceux qui, eux, ont placé dans leur domicile. Et cela permettrait que l'on recouvre vraiment à l'humanisme, qu'on soit vraiment gestionnaire de la chose publique. Là, on ne gère plus la République. Ce n'est plus la chose publique. C'est la chose pour soi. Si réellement c'est la chose publique, trouver la solution pour ces publics. Et non détruire des vies. Une seule vie a de la valeur. Aux États-Unis, on voit un seul mort en une journée. C'est le président qui va présenter les condoléances. Et il y aura deuil national. Un seul mort. Et souvent, ce sont des morts causées, par exemple, par l'injustice, par l'agression, par les fusillades. On observe deuil national et on considère cela. Mais lorsque vous détruisez des vies des personnes qui vont mourir par AVC, qui vont faire des crises. Des crises, des arrêts cardiaques. On gère quoi à ce moment-là? C'est pourquoi je parle de la logique prospective. La logique prospective, c'est la logique qui devrait en principe être exploitée à la gestion de la chose publique, où l'on serait appelé à penser à la réalisation des actions dans une durée déterminée. On peut demander à ceux qui gèrent l'opération coup de poing, qu'est-ce qu'ils ont comme idée pour ce Kinshasa jusqu'en 2027? Qu'est-ce qu'ils pensent de Kinshasa jusqu'en 2028? Je ne sais pas s'ils ont la réponse. Donc, bien analyser, bien travailler pour qu'aucune partie ne soit... Parce que s'il y avait la logique prospective, on aurait pensé l'opération coup de poing à exécuter dans 5 ans. L'opération coup de poing devait commencer d'abord par trouver un endroit où placer ces gens-là qui ont mal construit. Et ça devait être échelonné dans 5 ans. Et dans 5 ans, on trouve les moyens. Construction de nouvelles villes. Ces gens-là seront obligés de quitter ici pour aller habiter de l'autre côté parce qu'ils avaient construit mal. Nous avons besoin de cet espace comme un espace vert. C'est ça l'opération coup de poing. L'opération coup de poing, ce n'est pas on dort, on surveille. Vous voyez ces gens-là, nous sommes au jour du mois de février. Ils ont détruit cette semaine, non? Et au mois de décembre, ils ne savaient pas qu'on allait détruire leur maison. Ils ne savaient pas. Au mois de septembre, ils ne savaient pas. C'est pourquoi j'ai dit on navigue à vue. Il faudrait
recourir à la logique prospective, penser à la réalisation des choses à moyen terme, à long terme aussi, ça pourrait être la gestion raisonnable. Parce que ça, ce n'est pas raisonnable. C'est rationnel, ce qui est fait, mais ce n'est pas raisonnable. Alors, vous allez aussi placer un mot, parce que nous chutons déjà par rapport à cette population meurtrie, découragée. La population, bon, ce qui se passe, c'est la même chose que ce qui se passe à l'Est. M23 qui vient, et qui détruit votre maison, vous laisse sans abri, on met le feu. C'est les coups de poing qui viennent. Les coups de poing. C'est la même chose que ce qui se passe à l'Est. Et la population là est meurtrie de la même manière que nos frères, nos sœurs, nos mamans de l'Est du pays. Okay. Ils sont meurtris. Au moment où nous parlons, il y a de ceux qui ont leurs meubles, ne sachant même pas où les placer. Il y a de ceux qui cherchent à aller habiter chez tante, chez sœur. Les vies sont détruites. Il y a de ceux qui ne savent même plus aller au travail. Il y a de ceux qui sont morts. Il y a des AVC, voilà. On ne saura pas en parler simplement parce qu'ils sont hospitalisés, ils finissent par mourir. Non, ça manque de qualificatifs. Qu'ils prennent courage et le chef de l'État doit intervenir en tant que garant de la nation, en tant que père de la nation. Les enfants sont en train d'être brimés alors qu'ils sont les enfants de ces pays. Il faut qu'ils interviennent. Le ministre de l'Intérieur qui voit ça, il faut qu'ils interpellent les gouverneurs, qu'on arrête et que l'on passe à la logique prospective. Échelonnons ça. Dans 5 ans, il faut qu'on coupe ici. On vient vous informer. Dans 5 ans, on va détruire ces maisons. Nous sommes en train de construire Poul Malébo. Un exemple, Poul Malébo, vous allez habiter là-bas. Prenez déjà conscience de cela. Nous sommes en train de construire. Prenez vos dispositions. Prenez des dispositions. C'est comme ça qu'on devait faire. Ouh là là, ça fait soyons raisonnables. Ne soyons pas seulement rationnels. Ceux qui tuent ces pays, on est rationnel, mais on n'est pas raisonnable. Et à tous les niveaux. C'est pourquoi il y a même des tournements parce qu'on n'est pas raisonnable. Voilà, Monsieur Olivier Sambaye, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je peux considérer cela comme votre conclusion. Oui, c'est ma... autre chose à dire par rapport au cercle axiologique. Cercle axiologique, c'est une structure que j'ai mise en place pour contribuer aussi participer indirectement à la gestion de la chose publique au travers de la sensibilisation, au travers des sorties médiatiques comme celle-ci, pour que les autorités écoutent, entendent, comprennent et prennent cela, mettent en pratique. Ce serait une très bonne chose. On a parlé des recensements, qu'ils comprennent. Mais qu'est-ce qu'il faut? Juin 2024, on doit commencer. Oui, déjà. Alors il faut sensibiliser. On commence juin 2024, peut-être jusqu'à juin 2027. On a le temps de le faire. Parce qu'en 2028, on n'aura pas l'enrôlement. C'est ça aussi la logique prospective. Bonne chance. Merci beaucoup. Voilà. Madame, Messieurs, nous sommes vraiment arrivés à la fin de ces magazines. C'était votre rendez-vous du soir. On a parlé actualité. On a parlé de cette opération d'enrôlement d'identification des électeurs dans cette 3e ère opérationnelle des zones en conflit. On parle du nord et sud Kivu. On parle du Maniema. On parle aussi de Kwamut, Maïndombe. Alors, comment ça se passe? Vous avez suivi la réponse de M. Olivier Sambaye en tant que philosophe. Alors, on a aussi parlé de cette opération coup de poing lancée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka. Vous avez quand même suivi aussi le philosophe Olivier Sambaye qui a donné quelques recommandations au gouvernorat provincial. C'est la population qui en pâtit, c'est la population qui souffre. Un SOS est lancé à l'endroit du chef de l'État. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On va se retrouver demain pour le rendez-vous de l'actualité. À très bientôt.